Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je ne sais pas si le micro fonctionne bien. Oui, ça a l'air de bien fonctionner. J'ai le plaisir de vous accueillir dans ce lieu. Je suis Gilles Glaise, qui suis directeur du développement de l'École Centrale Paris et également en charge des formations exécutives à Supélec. Donc, je vais vous dire quelques mots sur le contexte dans lequel se passe cette matinale. Juste vous présenter Éric Matarazzo qui fera l'animation de cette matinée et qui nous présentera ensuite les intervenants qui nous font le plaisir d'animer cette matinale aujourd'hui. Alors très rapidement, en deux minutes, certains d'entre vous ont peut-être déjà participé à d'autres réunions thématiques organisées par Central Paris Executive Education les années ou les mois précédents. On est dans un contexte un petit peu particulier, et là je veux plutôt prendre, au-delà de la formation continue, la vision un peu plus large sur les écoles d'ingénieurs et l'enseignement supérieur. Parce que dans les mois qui viennent, Central Paris et Supélec vont fusionner. Ça va être probablement le plus gros mouvement stratégique en école d'ingénieurs. Les business schools en ont fait quelques-unes. Mais pour les écoles d'ingénieurs, c'est certainement un mouvement qui est très, très emblématique. Les deux écoles ont depuis le 1er septembre le même directeur général, en la personne d'Hervé Biosser, et vont fusionner à proprement parler au courant du premier semestre 2014. Donc ça va constituer probablement le plus gros acteur en ingénierie en France, des promos de 1000 ingénieurs, près de 400 masters spécialisés, plus d'1 millier d'enseignants-chercheurs, et tout ça dans un grand ensemble qui va être l'Université de Paris-Saclay, qui est ce grand pôle d'ingénierie dont vous avez dû entendre parler dans la presse. Le Premier ministre y était la semaine dernière, enfin on en parle beaucoup, et qui sera normalement le premier pôle d'ingénierie au moins français, voire européen, avec un regroupement de tout un ensemble de grandes écoles, et à l'intérieur de ça, Centrale Supélec ambitionne d'être un acteur majeur. Donc nous sommes pris dans des projets extrêmement passionnants, vraiment très 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 intéressants, et dans une dynamique de transformation. C'est-à-dire les thématiques d'excellence opérationnelle et de transformation qui vont vous être présentées ce matin, je crois que nous essayons le plus possible de les appliquer à nous-mêmes, à la fois en termes de dynamique stratégique et puis de capacité derrière à faire bouger les organisations. Alors l'impact sur les activités de formation exécutive, il est évidemment de regrouper, et ça c'est ma mission au sein de cet ensemble, de regrouper les forces de formation exécutive de Central Paris et de Supélec. Ça devrait être un des grands chantiers pour nous courant 2014, et constituer un des 2 ou 3 plus gros acteurs de formation exécutive d'écoles d'ingénieurs en France. Donc là, on va être capable de vous proposer une offre qui sera très large, avec le positionnement plutôt historique de Centrale, qui est sur justement l'excellence opérationnelle et sur le croisement entre le management et la technologie. Et puis Supélec, qui apporte un certain nombre d'expertises sur les technologies de demain autour du numérique, de l'information, de l'énergie, du traitement du signal et du traitement de l'information. Donc tout ça va être faire partie des grands chantiers qui sont devant nous. Et donc tout ça, c'est fait en lien avec nos clients, avec nos partenaires, avec les entreprises qui nous accompagnent, tant pour le recrutement des étudiants, des mastériens, des ingénieurs, que pour les programmes de formation exécutive, sur un positionnement relativement simple. C'est ce croisement entre le management et la technologie, l'excellence opérationnelle, le management des grands systèmes complexes. Alors un grand système complexe, ça peut être un avion, ça peut être le système routier francilien, c'est un système complexe, ça peut être une entreprise, ça peut être la chaîne supply chain d'un constructeur automobile, ça peut être un écoquartier, ça peut être plein de choses, un système complexe, et ça mixe de l'humain et de la technologie, et de nombreuses technologies. Et donc notre ambition est d'être capable d'apporter en formation exécutive les compétences, les savoir-faire à la fois humains, de personnalité, et puis aussi technologiques, scientifiques, qui permettent de concevoir et d'optimiser ces grands systèmes complexes. Voilà à peu près l'ambition de ce que nous faisons. Et tout ça, pour que ce soit efficace, il faut que ça s'inscrive dans du concret, il faut que ça rentre dans les faits, il faut que ce soit pris par les équipes, il faut que ce soit intégré, il faut que ce soit accepté. Et tout ça, ça passe par des modalités pédagogiques, des modalités de mise en œuvre qui ne sont pas les modalités classiques. Le monde de l'enseignement supérieur et de la formation continue est en train de changer complètement.
On entend beaucoup parler des MOOC, on entend parler de plein de choses en termes d'innovation. Notre métier n'est déjà pas le même qu'il y a 10 ans, et dans 10 ans, il ne ressemblera à rien à ce qui peut être aujourd'hui. Et donc, et ça, c'est une excellente chose, parce que l'apprenant, c'est-à-dire le stagiaire, l'apprenant, le cadre, l'ingénieur qui vient suivre une formation, se retrouve au cœur. Et l'enseignant, le formateur est à son service pour s'assurer avant tout, enfin, en tout cas c'est notre ambition, c'est une révolution quand on connaît bien ce milieu-là, une ambition c'est vraiment de faire qu'on s'assure que les compétences sont transférées, que les compétences sont intégrées et que l'ingénieur développe à la fois ses capacités techniques, son savoir-faire, mais aussi son savoir-être et sa capacité à travailler en équipe et en mode projet dans des systèmes complexes. Donc la thématique d'aujourd'hui, et puis je passerai la parole à Eric, c'est justement, c'est à partir de ce socle de savoir et de savoir-faire, toute l'ingénierie de formation, que nous essayons de développer et de vous proposer pour faire en sorte que ces formations aient de l'impact, soient efficaces, intègrent et transforment en profondeur les personnes et les organisations. J'espère que nous essaierons de vous communiquer un petit peu de notre enthousiasme face à une transformation profonde que nous vivons nous-mêmes dans nos métiers au quotidien. Je vous souhaite une excellente matinale. Je vous rends ça puisque nous allons en avoir besoin, et moi j'ai ces micros fixes qui sont bien adaptés. Donc Gilles a fait cette introduction donc, pour poser le sujet, pour poser le débat. Nous, on a ici réuni un plateau avec 4 témoins qui, avec des horizons, des visions diverses sur le sujet, vont essayer de faire une lecture croisée de tous ces sujets. Pourquoi est-ce qu'on a posé aujourd'hui cette thématique ? Peut-être être très concret aussi par rapport aux objectifs qu'on a avec cette table ronde ce matin. On constate que dans les modèles pédagogiques, c'est assez compliqué d'arriver à faire de la transférabilité, pour employer un mot prétentieux. C'est-à-dire qu'on voit des méthodes qui sont assez passionnantes, assez extraordinaires, très stimulantes quand on est en formation. On les met en pratique sur des cas, sur des exercices, et puis on retourne dans son entreprise, qu'on soit intervenant dans une entreprise en tant que manager ou exécutif, ou qu'on soit un consultant qui travaille de manière transverse. Et puis on se rend compte que la mise en place, elle n'est pas toujours simple, et qu'il y a une déperdition qui est forte. Il y a un chiffre qui est issu de plusieurs études et qui montre que la mise en œuvre concrète de ce qu'on apprend en formation est en moyenne de 20% par rapport à l'ensemble de ce qu'on a acquis et appris. Alors on peut se réjouir, on se dire 20% c'est beaucoup finalement. On peut se dire si on faisait 25, ça serait vachement mieux. Et naturellement, tous les gens qui travaillent dans de la pédagogie, comme les gens de Central Paris Executive Education, réfléchissent à ces questions-là. Et ils ont à leur manière apporté des réponses à cette question. Et c'est le thème de ce matin, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut, par une pédagogie peut-être un petit peu différente, un peu plus innovante, améliorer ce taux de transfert. Les méthodes en tant que telles qui sont transmises pendant la formation, les outils, est-ce qu'ils sont parfaitement opérationnels? Est-ce qu'on ne peut pas les rendre encore plus opérationnels pour faciliter leur mise en œuvre dans l'organisation? Est-ce que la façon dont on forme les participants peut faire d'eux des sortes d'embryons, de noyaux durs, d'individus qui vont commencer à penser autrement au sein des organisations et apporter quelque chose de différent, être des vecteurs de changement? Quand on combine toutes ces réflexions-là et encore d'autres, on améliore finalement ce taux de transfert. On se donne une ambition, en tout cas au niveau de Centrale, qui est très claire, c'est de se dire, nous ce qu'on veut, c'est que les gens qui retournent dans l'entreprise soient des meilleurs professionnels, d'autant qu'ils vivent dans un contexte aujourd'hui, et c'était sur le site web que certains, j'imagine, ont vu pour s'inscrire, on demande aux managers aujourd'hui constamment de faire plus avec moins. Moins de moyens, moins de temps, une vitesse qui aussi remet en cause assez vite les modèles qu'on met en place, donc refaire assez régulièrement. Et tout ça, c'est un réseau de contraintes qui est un réseau fort. Et évidemment, la formation, ce n'est pas le seul moyen, il y en a d'autres, le management notamment, mais évidemment, la formation est un des moyens pour le manager de se mettre à niveau par rapport à ça et de gagner en performance. Réussir ce défi qui n'est pas simple, de toujours faire plus, avec pas forcément plus de moyens, voire moins, dans pas mal de cas. Donc on a constitué un plateau avec 4 personnes aujourd'hui, et je vais demander à chacun de se présenter de manière simple. Donc je cite juste les noms, donc Florence Rémy, Jacques Civilise, Florence Durand et Alain Chetcuti, qui en juste un mot, une phrase vont se présenter avant qu'on attaque vraiment dans le vif du sujet, mais ça vous permettra pour vous de situer qui est qui et
évidemment le contexte de la prise de parole de chacun. Donc Florence, je vous laisse. Oui, bonjour, ça fonctionne? C'est bon? J'ai l'impression, oui. Alors, donc Florence Rémy, j'arrive de Strasbourg. Je suis consultante indépendante en stratégie d'innovation, stratégie marketing, créativité. Ma structure s'appelle Dream. C'est le premier Dream de la journée, puisque vous verrez vite que nous sommes 2 Dream aujourd'hui. Voilà, et j'ai envie de développer tout ce qui concerne l'émergence des idées dans un monde complexe, des processus de transformation. Et j'ai suivi pour ce faire la formation facilitateur Lego Serious Play à Centrale, donc un petit module compact de 4 jours. Voilà. Donc là, on aura le témoignage direct de quelqu'un qui a suivi une formation au sein de CPE et qui pourra dire, voilà comment je m'en suis servi et à quoi elle me sert au quotidien. Jacques? Oui, bonjour, Jacques Civilise. Pour ma part, je viens de l'industrie. Je travaille depuis un peu plus de 45 ans même. Et j'ai passé toute ma vie dans l'industrie. Pour donner ne serait-ce qu'une information sur un des temps forts, entre 1997 et 2002, j'ai managé tous les programmes innovation de Renault, donc sur les gammes Laguna 2, Velsatis, Espace 4. Et ça a été quelque chose de remarqué à l'époque. Et les démarches qui ont prévalu, en fait, je les ai modélisées par la suite. Donc Dream n'est pas une invention pure, c'est la capitalisation et la synthèse de dizaines et dizaines d'années de pratique. Et je les ai modélisées donc, dans un deuxième Dream, mais qui s'écrit D-R-H-E-A-M, et qui veut dire développement des relations humaines et application management. C'est exactement ce que Gilles disait, à savoir l'humain dans des environnements complexes. Et donc Jacques, lui, met cette méthode à disposition centrale et donc est intervenant et animateur de contenu et promoteur de contenu. Donc c'est l'autre côté de la barrière. Là, on a plutôt le côté intervenant pédagogue, alors qu'avant, nous avions sur le côté participant mettant en pratique derrière. Voilà, tout à fait. Je voulais faire assez vite, mais en fait, à partir de 2002, on a donc créé ce modèle et des cabinets qui permettent de transférer les compétences. Donc on est complètement dans cette logique. Et maintenant, grâce à Centrale, on franchit un nouveau pas. Florence ? Bonjour, moi je suis Florence Durand, je suis la directrice de la formation continue de l'École Centrale. Effectivement, Jacques disait qu'il a modélisé une méthode. Il a été depuis à peu près 15 ans, 20 ans avec Jean-Claude Boquet, qui est le directeur du laboratoire génie industriel. Donc c'est tout un travail et j'espère que grâce à son témoignage, il permettra de vous expliquer ce qu'il peut vous mettre en valeur et vous aider dans vos entreprises. Et enfin, merci. Alain. Donc bonjour, je suis Alain Chetcuti, je suis Black Belt pour les méthodologies Lean et Six Sigma. Ça, c'est peut-être un peu du chinois pour certains qui sont dans la salle. Il va falloir que vous expliquiez en 2 mots ce que c'est. Tout de suite? Oh oui, vite, parce que maintenant que vous l'avez dit, il faut briser la glace. Il y a 2 méthodologies. Le Lean, qui vient de Toyota, qui a été développé en 1950, et qui cherche à réduire les gaspillages. Et le Six Sigma a été développé par Motorola et développé ensuite par General Electric. Et le but, c'est de traquer les défauts. En fait, c'est une méthode qui reprend les outils de la qualité totale en les mettant avec une sorte de fil rouge, en les agençant les uns à la suite des autres pour générer de la qualité de manière quasiment génétique. Donc on dit Six Sigma, ça sert à traquer les défauts et à faire en sorte qu'il y ait moins de 3,4 défauts par million d'opérations. Voilà. Voilà, et tout ça, ça devient Black Belt, LSS, Lean Six Sigma. Voilà. Donc, voilà. Oui. Et donc, c'est 2 méthodologies qui sont mises ensemble et qui sont à la fois des méthodologies avec une certaine technicité, des outils, mais aussi un mode de management et un mode de pensée. Donc, j'ai été formé à cette méthode dans un premier niveau en tant que Green Belt en 2002, donc au sein du groupe RCI Bank. Et j'ai voulu passer au niveau supérieur, donc j'ai repassé le Green Belt et le Black Belt, donc à l'école centrale, au mois de mars. Voilà, enfin, que j'ai obtenu au mois de mars. Voilà, donc maintenant je suis Black Belt et parallèlement à ça, j'enseigne la gestion de projet à l'Université Paris 5, René Descartes. Voilà, en master MIAGE. Donc un panel d'intervenants avec des visions croisées qui vont être, je crois, intéressantes. En tout cas, dans les réunions préparatoires que j'ai eues avec les uns et les autres, on a préparé évidemment les contenus ensemble.
Moi, j'ai entendu des choses intéressantes et j'espère qu'elles transparaîtront pendant l'heure et demie, les 2 heures qu'on va passer ensemble. En termes de déroulé, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler sous une table ronde avec un échange entre les cas participants par rapport à des contenus qu'on a préparés ensemble et qui nous semblent intéressants de vous faire passer. Et puis, évidemment, on garde une trentaine de minutes de questions à la fin pour que vous puissiez directement prendre le micro et poser des questions aux intervenants sur les différents sujets qui auront été abordés ou d'autres qui vous paraissent intéressants et qui sont connexes. Donc, on va commencer, aller dans le vif du sujet dès maintenant. Quand on a préparé cette table ronde avec Florence, on a assez vite abordé un sujet sur le côté comment est-ce qu'on peut inciter les individus à penser autrement. Parce que le risque, quand on parle de transposabilité, et donc je reviens dans mon environnement, c'est que bon, j'ai appris plein de trucs et puis je suis rebouffé, redévoré en fait par mon quotidien. Et finalement, très vite, je retombe dans l'ornière et je continue à pratiquer comme je faisais avant. Et c'est pas si simple. Et donc, il faut m'amener à penser autrement et créer un petit décalage dans ma pensée, avoir des réflexes un peu différents, avoir des outils un peu différents, de manière à ce que je me comporte de façon un peu différente. Sinon, on a très peu de chances d'arriver à ça. Donc il y a une notion de surprise, il y a une notion de décalage. Et tout à l'heure, j'ai fait parler Alain sur l'SS Black Belt, parce qu'il parlait quand même une langue étrange. Mais tout à l'heure, vous avez aussi parlé une langue étrange, mais je n'ai pas relevé, parce que je savais que vous alliez en parler tout de suite. Vous avez parlé de Lego Serious Play. Là, je pense que ça doit également sonner de manière étrange aux oreilles de pas mal de personnes dans la pièce. Alors, il ne s'agit pas de développer la méthode, parce qu'on n'est pas là pour vous former à ces méthodes-là, mais plutôt montrer comment ces méthodes permettent de penser autrement et être efficaces. Et dans votre cas, Florence, grosso modo, est-ce que vous avez l'impression de penser différemment maintenant, depuis que vous avez suivi cette formation, et d'agir un peu différemment? Oui, non? Je pense avec mes mains maintenant. Et c'est ça tout l'intérêt du Lego. Donc à chaque fois que je parle de ça, on me dit Lego, mais comme chacun son Lego, c'est non. Les Lego, les briques avec lesquelles nous jouions tous étant enfants. Donc il s'agit effectivement d'une pédagogie extrêmement puissante à mon sens de résolution de problèmes, enfin une technique de résolution de problèmes qui relève de l'intelligence collective, qui permet par le biais d'ateliers entre 4 heures et 2 jours on va dire, qui permet à une équipe en temps réel de résoudre des problèmes de réflexion sur l'équipe ou des réflexions sur la stratégie d'entreprise. C'est un outil à la fois étonnant et stimulant parce que on a tous fait des dizaines et des dizaines de réunions dans cette pièce et arriver dans une salle avec des boîtes de Lego sur la table et l'autorisation de jouer tout de suite. C'est quelque chose déjà qui met en mouvement, qui met en action, qui peut un petit peu freiner aussi parfois. La facilitation, ce que j'ai appris à Centrale, permet de faciliter des séances qui mettent en confiance assez rapidement les individus et qui produisent des résultats en temps réel. C'est-à-dire qu'à l'issue d'un atelier de 4 heures ou d'une journée, il n'y a pas d'écrit, il n'y a pas de rapport de 100 pages. Et il y a une équipe qui a co-construit en mode collaboratif total un projet avec un résultat partagé dans lequel chacun a mis de sa personne, de sa pensée, par le biais, par le truchement de la brique Lego et d'analogies, de métaphores qu'il a construites. Donc un outil surprenant, innovant, puissant, qui permet de résoudre, en tout cas de donner des pistes de résolution de problèmes très vite, en très peu de temps. Une applicabilité forte? Alors, applicabilité immédiate. Donc, en ce qui me concerne, donc moi je suis consultante. Pour moi, Lego Serious Play, c'est un outil parmi ma boîte à outils de facilitatrice. Une applicabilité immédiate, c'est une méthode de travail qui intrigue les entreprises, notamment qui sont un petit peu innovantes, qui aiment bien s'essayer à de nouvelles manières de faire. C'est assez light, parce qu'on est sur des ateliers de 4 heures, une journée, 2 journées. Et personnellement, j'ai suivi la formation en juillet, j'ai vendu ma première journée en août, j'ai réalisé en septembre, avec l'aide d'ailleurs des formateurs, c'est important de le souligner, en préparation, et elle a été tout à fait réussie, les participants ont adoré, et moi-même je me suis vraiment éclatée. Et ça, c'est un bon signe. L'autre, Florence Durand, j'ai une question pour toi.
T'as pas eu peur de mettre un truc comme des Lego à ton catalogue en disant est-ce qu'on va pas passer pour des gens un peu bizarres à Centrale, on a une image de gens, des ingénieurs, on imagine que c'est des gens sérieux, tout ça. On va faire jouer les gens avec des Lego. T'as pas eu peur de ces réticences-là? Non, pas vraiment. En fait, avant de le mettre au catalogue, comme nous sommes des ingénieurs et plutôt prudents, on l'a mis en œuvre déjà à Centrale. En fait, Lego a été utilisé dans toute une réflexion sur l'évolution pédagogique du cycle centralien initial. Et beaucoup ont joué au Lego, des enseignants, des pédagogues de l'école, également même les chercheurs de certains laboratoires. Donc ça nous a permis de tester, parce que on est toujours à vous proposer des solutions quand même éprouvées, prospectives aussi grâce à nos recherches, mais éprouvées d'abord. Donc voilà comment nous avons fait. L'accueil a été unanime au sein de Centrale, et Centrale, ce n'est pas uniquement des centraliens, c'est aussi tout un réseau d'enseignants extérieurs avec des approches différentes, des formations d'origine différente, des métiers qui ne sont pas des métiers d'ingénieurs forcément, et tous étaient unanimes. Donc je me suis dit, il serait intéressant aussi, parce que c'est le but de la formation continue de l'École centrale, c'est de vous apporter aussi cette valeur ajoutée au sein de vos entreprises. Et donc nous avons mis cette formation au catalogue, et au lieu de la diffuser uniquement à travers nous, on forme justement des personnes en tant que facilitateurs légaux pour que vous puissiez vous-même le faire. Et ça, c'est très important. Notre but, c'est pas que vous soyez dépendants, c'est que vous soyez autonome derrière, et que grâce à ça, vous puissiez faire évoluer vos entreprises. Ouais, une question pour les quatre, hein, prends qui veut par rapport à ça, mais cette idée d'amener les gens à penser autrement, à réfléchir hors du cadre, bon, c'est battu et rebattu. Je pense que dans la salle, vous avez entendu ça des dizaines de fois, lu ça des centaines de fois aussi, sur il est important de sortir du cadre. Pour autant, il faut peut-être à un moment donné créer un effet de surprise. On a évoqué ce mot tout à l'heure, l'effet de surprise paraît un élément clé. J'imagine, moi, une bande de bons managers avec tous et toutes 20 ans de bouteilles qui débarquent dans une salle de réunion pour travailler sur la résolution de problèmes et qui trouvent des Legos sur la table. Ça doit faire un petit choc quand même. Florence, vous pouvez décrire leur tête ? Ce qui était vraiment intéressant, c'est que c'était une équipe composée d'une dizaine de personnes de tous âges et de tout type d'expérience, donc des jeunes, des plus anciens. C'est pas forcément les plus anciens qui sont les plus réticents, au contraire. Il y a un petit effet de surprise au départ, chez certains. Chez ceux qui ne sont pas enthousiastes, il peut y avoir de la surprise et un peu effectivement un petit coup de frein. Mais le Lego a cet avantage qui vous renvoie à l'enfance immédiatement. Et quand on est renvoyé à l'enfance, on ouvre un certain nombre d'accès à ses émotions personnelles et on se met dans une disposition de pensée assez différente. Par ailleurs, le rôle du facilitateur est extrêmement important pour embarquer tout le monde dans cette séance de hard fun, puisque c'est comme ça que ça s'appelle, c'est du hard fun, puisque c'est ludique, mais c'est extrêmement sérieux. Et en fait, il y a vraiment là un processus très important de montée en compétence autour de l'outil Lego, de façon à ce que ça devienne un objet familier tout de suite pour tout le monde et que ça crée l'envie de travailler avec les Lego. Donc, c'est prévu dans la formation. Jacques et Alain, vos réactions par rapport à tout ça, sur l'idée de sortir du cadre, comment est-ce qu'on peut prendre les gens pour les amener à penser autrement, le côté créer un choc, travailler sur l'analogie. Ça, vous avez eu quoi comme réaction à tous les deux ? Je pense que c'est important parce que lorsqu'on va parler de la performance d'un système complexe humain, on s'articule sur trois grands domaines. Il y a les hommes, bien sûr, il y a tout l'environnement dans lequel le jeu va se passer, et puis il y a aussi un ensemble de technologies. Et puis, moi j'ai découvert justement tout au long de ma vie, et c'est pour ça que dans Dream, il y a un H au milieu qui est celui de l'humain, que la composante humaine était vraiment la clé, et ça le devient de plus en plus, la clé de la réussite. Mais lorsqu'on parle de l'humain, sans rentrer dans des concepts psychologiques très importants, on sait très bien qu'une personne va réagir par rapport à deux éléments qui sont importants. D'une part, son système de représentation, et d'autre part, son système d'émotion.
Et chacun a son propre système de représentation par sa culture, par sa formation, par son âge, par son vécu, etc. Et donc il est important à un moment donné au moins qu'il y ait une représentation commune. Et donc dans notre approche, alors ça effectivement c'est une façon de créer le choc, et dans notre approche on a une première séquence qui vise à mettre de côté les organigrammes bien verticaux, puisque ceux-là ils existent et tout le monde les comprend. Renault était le champion du mode projet transversal avec la Twingo qui a été la première application du mode projet à l'échelle industrielle et donc le champion des systèmes équipes transverses, etc. Et bien donc ces matrices transversales, on les met également de côté et on propose aux gens de représenter l'univers de travail comme des sphères concentriques. Et la première fois où on a présenté ça, il y a une quinzaine d'années, où on dit au centre, il y a des noyaux avec toutes les fonctions à remplir, les enjeux, les problématiques. Autour, il y a une deuxième couche d'entités humaines qui sont toutes les entités internes à l'entreprise. Donc la direction de l'informatique, la direction financière, la direction des études, du freinage, etc., etc. Et autour, il y a une troisième couche avec cette fois-ci tous les partenaires extérieurs, et Dieu sait si dans l'automobile il y en a beaucoup, parce que 80% du chiffre d'affaires provient de l'extérieur. Et lorsqu'on montre ça, on voit une espèce de nébuleuse intergalactique avec des sous-galaxies, des galaxies, des galaxies, et les gens ont été cloués au mur en voyant ça. Et à la première fois, on m'a dit, enfin, je serais poli, mais ça a été très grossier dans l'entreprise, j'ose pas prononcer le mot qui a été dit, mais ça voulait dire en gros que je cassais les pieds à tout le monde parce que je leur faisais peur avec cette représentation. Et j'ai simplement dit, mais ça, c'est la réalité de la réalité. Donc les représentations habituelles masquent la complexité de la réalité, c'était il y a 15 ans. Aujourd'hui, c'est encore pire. Et donc cet électrochoc a été vraiment salutaire. Et chaque fois qu'il y a effectivement des approches où on peut toucher du doigt, changer la représentation, etc., ben, on prépare déjà les esprits à une mise en commun à la fois des compétences et des visions. Ok. Alain, cette idée de... Oh, il y a plein de micros, vous en avez bien devant vous, mais bon, ça marche aussi, ils font que se tournent tous. Vos réactions par rapport à ça, sur le côté surprise, choc, raisonnement analogique, faire sortir les gens du cadre, créer du décalage? Je trouve ça vraiment super parce que très souvent, on a survalorisé la rigueur. Et je pense qu'elle est nécessaire pour fabriquer, pour mettre en œuvre. Néanmoins, dès lors qu'on a besoin d'être créatif, je crois qu'il faut laisser un peu de côté cette rigueur. Donc créer la surprise, ça permet de détendre et ça permet d'ouvrir énormément le champ de vision. Énormément le champ de vision. Et je pense que c'est fondamental. Après, quand les gens se détendent, ça leur permet aussi de travailler mieux ensemble. Et je pense que c'est extrêmement productif. Extrêmement productif. Ouais, je voulais faire parler Florence aussi là-dessus, en termes de réaction par rapport à ce qu'elle Non, c'est juste un mot pour taquiner Alain. Je dirais mettre de côté la rigueur, oui et non, c'est mettre de côté la rigueur prédéfinie, préétablie. Parce que dans un monde qui est incertain et complexe, eh bien, il faut y substituer une autre rigueur, qui est quelquefois même encore plus rigoureuse, mais qui va être co-construite par l'ensemble des acteurs. Oui, on se revoit. C'était pour juste... Moi, j'ai une question par rapport à ça, sur la limite entre le décalage et la gratuité. Dire, à partir de quand ça devient gadget? On a tous à l'esprit... Non, je sais que vous allez défendre ça, hein, mais c'est mon rôle de poser la question malgré tout. Moi, j'ai trop vu, parce que je suis un vieil homme et donc j'assume mon âge, à la fin des années 80 ou dans les années 90, des formations qui, sous prétexte de créer ce décalage, vous faisaient faire strictement n'importe quoi. On allait faire, j'exagère à peine, des stages de saut à l'élastique, de trapèze volant, juste pour penser autrement et sortir du cadre. Parfois, d'ailleurs, on sortait même du tapis et on y laissait sa peau. Mais, et donc, non, on voit des gens qui riment, il y a eu des morts dans ces stages, sous prétexte de faire du décalage, des morts réelles. Donc évidemment, il ne faut pas aller trop loin. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui, c'est une question un peu collective à tous les quatre, qu'on a trouvé le bon degré de décalage sans tomber dans la gratuité, dans le gadget, comme on a pu l'avoir dans certaines outrances des années 90, quoi? Bon, juste un point qui me semble vraiment important par rapport à ça. Moi, je travaille beaucoup sur la créativité en général et sur toutes les études. Enfin, je me suis beaucoup intéressée aux études de neurosciences sur le sujet, sur l'analyse des fonctionnements du cerveau.
Et ce type d'outils, et notamment les Lego, il est scientifiquement prouvé que travailler avec ses mains, construire quelque chose avec ses mains, engage l'imaginaire et engage des zones du cerveau qui sont totalement inertes d'habitude quand on est juste en mode prise de notes, en recul par rapport à la situation, etc. Donc j'ai envie de dire, on est à l'inverse, c'est-à-dire qu'on est complètement à l'inverse du gadget, puisqu'on va chercher à utiliser les capacités intellectuelles des salariés le mieux possible, et notamment en les faisant travailler différemment, et notamment avec leurs mains pour l'outil Lego. Voilà. Oui, moi je dirais en un mot, effectivement, on utilise des capacités des gens et on est toujours en train de stimuler les interactions entre les intelligences. Donc une personne, c'est l'intelligence, et dès qu'on travaille dans cet esprit avec 2 personnes, c'est de l'intelligence au carré, 3, c'est de l'intelligence au cube. Ça veut dire qu'il y a une régulation, on travaille toujours en groupe, et il y a une régulation d'une puissance incroyable. Et si jamais d'aventure il y avait la moindre tentation de gadget, le groupe a une puissance de rejet qui est impressionnante. À l'inverse, il a aussi une puissance d'adhésion qui est tout à fait étonnante. Et quand cette adhésion elle est acquise et que cette co-construction est en route, il y a une puissance de frappe, mais qui est, je vous dis, stupéfiante. Et j'estime, je suis convaincu pour l'avoir vécu pendant des décennies, qu'il y a des gisements dans les entreprises incroyables qui ne sont pas exploités. Et c'est pour ça, merci Centrale, parce que grâce à Centrale, on va pouvoir maintenant changer d'échelle dans la diffusion de ce discours. Alain ? Et puis... Ce qui est important aussi dans ce modèle, c'est que le fait de parler par rapport à une représentation, à un modèle, permet d'oser dire des choses que l'on ne dirait pas si on parlait à partir de soi-même. Parce qu'on ne parle pas de soi, on ne parle pas de ses opinions, on parle de ce on travaille sur un modèle. Et je trouve ça très intéressant parce que ça permet de dire des choses qu'en temps normal, on n'oserait pas dire. Le modèle est au centre, c'est plus les autres. Donc, et par contre, c'est un outil qui est toujours au service d'un objectif, jamais autrement. Je trouve que ça permet, par rapport à tout l'enseignement qui est fait dans l'école classique, d'apporter un complément pour explorer des zones qui, la plupart du temps, ne sont pas explorées. Et moi, je trouve que c'est super. Florence, j'ai une question quand même pour toi. Tu dois être sollicité toute l'année par des professeurs tournesol qui viennent te voir en te disant « j'ai inventé la méthode pédagogique révolutionnaire, vous allez voir comment avez-vous pu vivre sans moi jusque-là ». J'imagine, on n'en a jamais parlé, mais j'imagine que ça doit arriver assez régulièrement. Comment réussir à faire le tri dans tout ça et à garder les vraies innovations, les vrais éléments qui permettent de mieux apprendre, d'être plus efficace ensuite quand on retourne dans son entreprise? Parce qu'il y a une forme de pari quand même là-dedans. Oui, tout à fait. En fait, je ne suis pas toute seule. J'ai toute une équipe. J'ai d'abord une équipe proche qui m'aide beaucoup par rapport à ça et qui ont aussi des expertises là-dessus. Et puis, je suis sans arrêt à travailler avec les enseignants de l'école, avec les laboratoires de recherche, avec les départements, notamment le département leadership et sciences de l'ingénieur, qui là testent, vont à beaucoup de colloques, notamment à l'étranger, et qui nous permettent également de nous assurer qu'on est sur la bonne voie et qu'on est toujours bien en face sur les outils qu'attendent l'esprit ingénieur. Je ne dis pas un ingénieur, je dis l'esprit ingénieur, parce que tout le monde peut l'avoir, quelles que soient les études qu'il a faites. Voilà, ça c'est extrêmement important. Nos outils, c'est vrai, d'abord sont très appréciés de personnes pragmatiques, structurées, logiques, mathématiques, etc. Mais ils sont très attendus aussi au niveau des personnes qui, de par leur expérience, de par leurs études, n'ont pas eu à toucher autant de sujets mathématiques ou autres, mais qui sont tout à fait curieux et envie de pouvoir assimiler aussi également ces outils et ces méthodes. D'accord. Bon, intéressant. Je peux peut-être ajouter un petit complément. Et je peux dire que la sélection de Centrale, elle est quand même redoutable, puisque Florence l'a dit, la relation avec Centrale a démarré il y a 15 ans. Et Centrale était déjà très intéressée il y a 15 ans par ce qu'on a fait. Et dans l'expérimentation, la première des choses a été de nous demander de venir faire des formations pour les doctorants de Centrale Paris et les doctorants de Centrale Lille.
Ensuite, on nous a demandé de faire des formations pour les premières années, les deuxièmes années. Et pendant ce temps-là, il y avait effectivement une observation à la fois de ce qui se passait par rapport aux tests sur ces élèves, mais aussi par rapport à ce qui se passait dans la mise en œuvre pratique, donc dans des grandes entreprises comme Rhodia, Michelin, des CNS, Renault, Bouygues, etc., etc. Et donc, à un moment donné, comme on dit, tout vient à point qui sait attendre. Je pense que l'attente est tellement forte en ce moment que, voilà, on a décidé maintenant d'appuyer sur le bouton. Oui, en tout cas, un processus de sélection qui a l'air sérieux, en tout cas. Et puis qu'il est, j'en suis sûr, s'il n'en a pas seulement l'air. Quand on a discuté ensemble avec Jacques Civilise pour la préparation de cette matinale, le sous-titre, je l'ai réévoqué tout à l'heure, il n'est pas écrit là, mais il était sur le site web, c'était faire plus avec moins. Et on a fini par plaisanter ensemble et on a conclu que finalement, l'objectif c'était de d'en faire moins finalement et pas d'en faire plus. Parce qu'il y a une forme d'agitation, une forme de frénésie chez pas mal de managers qui les incite à vouloir remplir 100% de leurs objectifs, alors que peut-être une partie minoritaire de ces objectifs sont vraiment essentiels et clés à la réussite fondamentale des projets qu'ils ou elles mènent. Et donc, il y a peut-être une problématique de priorisation, on employer des grands mots, mais d'analyse de la valeur de l'acte managérial. Oui, j'emploie moi aussi des mots très très pompeux de temps en temps. Mais derrière ça, il y a une vraie réalité. Et Jacques, avec son air impertinent, me dit, finalement, la première qualité d'un manager, c'est de savoir désobéir. C'est de savoir dire à son patron, attends, là tu me donnes 100 objectifs, là-dedans il y en a 70, c'est bullshit, donc je ne les ferai pas. Je vais en garder que 30%, et ces 30% vont permettre d'atteindre 99% de l'objectif. J'aurai plus de problème de stress, mon équipe non plus, on aura des bons résultats et on ne sera pas pollué par des actes qui n'ont pas forcément beaucoup de sens. Alors évidemment, il est provocateur, moi j'en rajoute une couche, j'anime un table ronde, donc je suis là pour ça. Mais fondamentalement, j'ai envie de lancer Jacques sur cette idée-là pour commencer. Brièvement, faire un chapeau pour qu'il y ait surtout un débat entre vous quatre. Parce que je le connais, si je le lance sur un sujet comme ça, il peut faire 2 heures. Donc c'est pour ça que je lui dis d'entrer de faire court. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est toute une vie de passion. Donc, je sais, non, donc c'est voilà, super, au contraire, j'adore. Voilà. Alors effectivement, c'est un peu provocateur. Mais en même temps, il y a quand même un vrai fond de réalité. Mais déjà, en fait, je me suis aperçu qu'il y a en permanence, tu as prononcé le mot objectif, il y a une confusion permanente entre des mots qui sont utilisés au quotidien, des mots comme objectif, des mots comme moyen, des jalons, etc., etc. Donc déjà, clarifier le vocabulaire, ça permet d'y voir clair. Et pour ça, on a utilisé des mots différents. On a utilisé des mots comme l'UVC, qui est l'unité de valeur à créer. Qu'est-ce qu'on veut vraiment réussir ensemble ? Se poser déjà cette question-là, ça permet d'avoir une réflexion différente. Parce qu'effectivement, j'ai désobéi il y a 30 ans ou un peu plus, parce que je n'arrivais pas à m'en sortir. Je travaillais quasiment jour et nuit, il y avait des tâches, des listes de tâches à faire. Au bout d'un moment, j'ai dit basta, quoi. Et j'étais bien en phase avec la destination, la vision, ce que l'entreprise et le service voulaient réussir. Et en réfléchissant, je me suis aperçu qu'effectivement, avec 20% des actions bien ciblées par rapport aux destinations et aux finalités, on pouvait atteindre 80%. Et si on montait à 30% d'actions bien ciblées, on pouvait aller à 99 et ainsi de suite, voire 99,9. Donc d'où l'idée d'inverser complètement les schémas de raisonnement et de se dire mais quelle est la valeur que nous voulons créer ensemble ? Est-ce que c'est de la valeur commune ? Est-ce que c'est de la valeur pour un client externe, un client interne, un client intermédiaire ? Par rapport à cette valeur commune, cette valeur client, est-ce que c'est bien aussi une valeur que l'on va pouvoir créer ? Et puis surtout, est-ce que c'est une valeur contractuelle ? Une fois qu'on a défini tout ça, est-ce que quelqu'un est capable de dire « moi, je m'engage » ? Voilà. Et donc, à travers des grilles comme ça de réflexion collective, on arrive à passer un tamis où on sort un certain nombre de pépites. On mettra encore une deuxième couche de hiérarchisation. Est-ce que ce sont des grosses ou des petites pépites ? Et à un moment donné, on se dit, mais pourquoi on ne met pas toute l'énergie sur ces grosses pépites ? Et on s'aperçoit que dans le quotidien, eh bien, tout le monde est noyé sur des quantités de tâches et d'activités, et on n'a jamais le temps de faire ce qui est finalement le plus important pour l'ensemble de l'entreprise ou du projet. Et lorsque j'avais expliqué ça, c'est une phrase qui me revient à quelqu'un comme Jean-Jacques Rognier, qui était à l'époque directeur de la qualité de DCNS, puisqu'on était intervenu sur le projet sous-marin nucléaire Le Terrible. C'est un projet où le surcoût, c'était 1 million d'euros par jour de retard. Et le projet était en train de prendre 6 mois de retard. Donc il y avait un petit peu de stress.
Voilà. Et il m'a dit, finalement, je suis en train de comprendre que dans mon organisation, dans notre structure, etc., il y a énormément d'effets Joule. Et c'est ça. Il y a une agitation, il y a des déperditions d'énergie, et si on arrive à gérer ça, on retrouve le plaisir de réussir ensemble, on éradique le mauvais stress qui est la peur de perdre, parce que là, je vous assurais qu'il y avait un peu de stress dans les structures, et on redonne du bon stress qui est l'envie de gagner. Et c'est complètement différent, parce que l'envie de gagner va stimuler des fonctions créatives, des fonctions de coopération, etc., de travail et de rigueur. Alors que le mauvais stress, qui est la peur de perdre, va complètement annihiler toutes ces fonctions positives. Okay. Tout à l'heure, on discutait avec les intervenants avant de démarrer, et je disais, il y a une contradiction apparente, parce qu'à mon avis, elle n'est qu'apparente, et j'espère qu'on va la faire ressortir maintenant, entre une approche fondée sur attention, concentrons-nous sur l'essentiel, et donc ne visons pas à atteindre 100% de l'objectif, du KPI, et je suis assez d'accord avec ce que vous venez de dire, il y a beaucoup de confusion de vocabulaire autour de ça, et puis une approche comme Six Sigma qui dit qu'on ne doit pas dépasser 3,4 erreurs par million d'opérations. Donc d'un côté, on va être dans une rigueur extrême avec du quasiment zéro défaut, pas zéro, mais en tout cas 3,4 sur 1 million, c'est pas beaucoup. Et d'un autre côté, on dit, tu t'en fous, si t'es bon à 99%, c'est extraordinaire, si t'es bon à 80%, t'es déjà un génie dans ton village. Donc contradiction apparente, je pense qu'elle n'est qu'apparente, et je vais évidemment donner la parole à Alain, qui lui est un expert de l'approche Six Sigma, pour qu'on construise le pont entre ces deux approches, parce que je pense qu'il y a vraiment des fortes compatibilités. Oui, alors en fait, pour réduire... oui, là on m'entend. Vous parlez plus près du micro. Voilà. Pour réduire le nombre de défauts, il faut rechercher les causes. Et donc, on utilise la loi de Pareto, où en fait on se rend compte que 20% de défauts vont causer, enfin de sources de défauts vont causer 80 et voire plus des fois de problèmes. Donc on va utiliser pareil Pareto pour identifier les actions et faire prioriser les actions les plus importantes. Enfin, ça rejoint complètement ce que dit Jacques. Et en s'attaquant aux plus importants, souvent on résout 80% de la problématique. Le reste, on le fait si on a le temps et si on peut. Et c'est ça qui nous permet de réduire la variation et de réduire le nombre de défauts. C'est vrai que c'est un problème qu'on a très souvent en France, en tout cas ce que je vois dans des réflexions, j'espère qu'il n'y en a pas trop dans la salle, mais des directions de la méthode, direction de la qualité, c'est des gens que j'aime bien. Mais il y a parfois des côtés un peu ayatollah chez ces personnes-là qui disent on doit être à zéro défaut, on doit être à zéro défaut, et donc tout est important, il n'y a plus aucune priorisation. Alors évidemment, ils mettent des risques majeurs, des risques moyens, des risques faibles, mais il y a des risques partout si vous voulez. Donc à un moment donné, on finit par rendre tout le monde paranoïaque, et c'est bien d'entendre quand même deux grands professionnels du sujet, l'un par une approche fondée sur allons à l'essentiel et soyons efficaces au bout du compte par rapport aux objectifs à long terme, puis un autre qui a été formé vraiment avec une méthodologie visant au zéro défaut, se rejoindre sur un sujet comme celui-ci. Qui dit exactement la même chose, oui. Oui, Alain ? Oui, les deux approches disent exactement la même chose. Je vais donner la parole aux deux dames qui sont peut-être moins férues de ces méthodes-là à la base, mais encore que je ne sache pas fondamentalement. Qu'est-ce que vous en pensez toutes les deux de tout ça en écoutant vos deux camarades, Florence et Florence, du coup ? Oui, en effet, en fait, quand j'entends mes camarades parler, la première réflexion qui me vient à l'esprit, c'est derrière tout ça, il y a toujours, au bout du bout, il y a toujours de l'humain. Et quand il y a toujours de l'humain, l'extrême recherche de zéro défaut, de perfection, crée de la peur, crée de l'échec. Et crée, à mon sens, une forme de démotivation. Donc, moi, je reste convaincue que pour obtenir le meilleur des individus, l'intelligence collective, l'expression des croyances, des sentiments, des émotions collectives est la meilleure solution. Voilà ce que ça m'inspire. Florence ? Alors, et après, on fera réagir les deux messieurs. Moi, je dirais une chose, parce que je suis un peu picousée avec le laboratoire génie industriel que je rencontre très souvent. Et Jean-Claude Boquet, qui est le directeur, me dit pour être performant, pour créer de la valeur, il faut être rigoureux, il faut travailler sur les processus, optimiser les processus, simplifier les processus, avoir de la méthode, avoir des outils. Mais il y a une chose très importante, c'est que l'homme soit au centre. Parce que, quelle que soit la qualité des processus, l'homme, s'il ne le met pas en œuvre, s'il ne le fait pas évoluer, ça ne peut pas fonctionner. Donc en fait, c'est un tout. Et après, je dirais que c'est des approches
ce dont on parle là, ce sont des approches, des outils. Il faut savoir les utiliser au bon moment et en fonction aussi des objectifs à atteindre, de l'entreprise, de sa culture, des personnes avec qui on travaille. Donc notre objectif, c'est vraiment vous mettre une palette de solutions globales qui vous permettent de mettre en œuvre derrière.